Comme l'a dit son Excellence, je suis pédiatre aux soins intensifs. J'ai travaillé à Gaza à de nombreuses reprises au cours des 10 dernières années, notamment dans le cadre d'équipes d'urgence présentes dans un hôpital au centre de Gaza, et ce, alors qu'un génocide bat son plein. Je suis ici accompagné d'autres professionnels de la santé qui se sont portés volontaires à Gaza ces 14 derniers mois, et certains sont parmi nous aujourd'hui. Et nous sommes solidaires avec nos collègues de la santé en Palestine. On ne saurait observer ce qui a cours à Gaza sans être en colère, sans être déterminé à y mettre un terme. Nous ne souhaitons pas être ici présents ou apparaître dans les médias pour fournir des témoignages sur les atrocités qui ont cours. Mais les journalistes internationaux et des enquêteurs indépendants sur les droits humains ont été à dessein empêchés de présenter des témoignages par Israël. Par ailleurs, un nombre incroyable de journalistes palestiniens attestant de ce génocide à l'encontre de leur propre population ont été attaqués à maintes reprises par Israël et ont été discrédités. Et ce, alors que leurs reportages et leurs meurtres ont généralement été négligés par les grands médias occidentaux. En tant que rare observatrice internationale pouvant aller à Gaza, je puis vous le dire, passez 5 minutes dans un hôpital à Gaza et vous verrez que les Palestiniens sont massacrés à dessein, affamés, privés de tout ce qui permet de préserver la vie à dessein. Ces 14 derniers mois, nous avons traité des personnes qui ont été victimes d'un massacre et de massacres successifs au sein des quelques hôpitaux restants et qui ne fonctionnent que partiellement à Gaza. Des familles entières ont été détruites, ont été rayées des états civils. Nos collègues de la santé et de l'humanitaire ont été tués dans des nombres records. Nous avons traité d'innombrables enfants qui ont perdu toute leur famille. Un phénomène qui aujourd'hui a trouvé un nom spécifique à Gaza, enfants blessés sans famille survivante. Nous avons tenu la main d'enfants alors qu'ils poussaient leur dernier soupir, avec à leur côté personne si ce n'est des étrangers pour les réconforter. Ceux qui ont pu quitter l'hôpital risquent manifestement la mort, que ce soit du fait d'un autre bombardement, de l'affalement, de la déshydratation ou de maladies. L'histoire a montré que des médecins ne pourraient mettre un terme à un génocide. C'est pour cette raison que nous qualifions la convention pertinente de convention sur la prévention et la répression des crimes de génocide. C'est pour cette raison que je suis ici présente d'ailleurs. Avant de vous faire part de mon propre témoignage, je souhaiterais reprendre les propos de l'un de mes collègues, le docteur Mohamed Ghanim, un jeune docteur des services d'urgence qui a été tué il y a 1 mois par un drone, et ce après s'être occupé inlassablement de patients pendant 400 jours, et ce alors que l'hôpital auquel il travaillait était assiégé. Le docteur Ghanim disait « J'ai évité de partager des histoires tragiques pour 2 raisons. La première, c'est que je sais que c'est inutile. Car ceux qui n'ont pas été ébranlés par des images de corps démembrés, brûlés, ne pourraient être ébranlés par des mots. Et la deuxième raison, c'est car je ne peux trouver les mots pour décrire ces histoires. Je partage les sentiments du docteur Ghanim. Que pourrait-on dire qui pourrait pousser à l'action? Comment parler de ce que nous avons vu? Je me souviens du silence d'une femme amenée à l'hôpital, incapable de parler. Elle avait accouché il y a 1 semaine et ne pouvait trouver son bébé de 7 jours. Son bébé et son enfant en bas âge étaient piégés sous les décombres. Rien ne saurait véhiculer la douleur et la privation causée par cette agression. Je me souviens de Sewar, un enfant de 6 ans qui a été intubé aux soins intensifs car il souffrait d'un traumatisme crânien important alors que son petit frère était disparu. Je me rappelle de sa mère assise à ses côtés alors que des larmes coulaient le long de son visage et qu'elle demandait « Quel crime a-t-il commis ?» Je n'avais pas le courage de lui dire que Sewar, avec ses longs cheveux bouclés noirs, ne pourrait probablement jamais
parler ou interagir à nouveau pleinement si elle parvenait à survivre. Je ne peux trouver les mots pour décrire cette histoire. Sorry, I have a nosebleed. Mes excuses, je saigne du nez. Peut-être quelqu'un pourrait-il me donner un mouchoir, mais je poursuivrai. Comme le font nos collègues palestiniens depuis 400 jours. Ou Mohamed, un enfant âgé de 5 ans, qui avait été blessé par une balle qui a traversé son crâne et qui est décédé dans les services d'urgence alors qu'il n'y avait pas de lit dans les soins intensifs. Je me rappelle si bien de Mohamed. Ses mains et ses pieds étaient si petits et la dernière expression sur son visage était une expression de douleur. Je me souviens également des femmes âgées dont je n'ai pas appris l'âge, qui avaient été victimes de nombreux tirs de l'armée israélienne alors qu'elle était à la plage. Elle est morte alors que son mari lui tenait la main en me disant en pleurs, nous n'avons plus que Dieu. Je me souviens de Amer, âgé de 13 ans, qui avait été victime d'un grave traumatisme au cou après que sa maison ait été détruite par des bombardements et il ne cessait de demander sa sœur. Il ne savait pas que c'était la fille alitée à côté de lui, car son corps avait été tellement brûlé qu'il n'était plus reconnaissable. Lorsqu'elle est décédée, Amer était le dernier membre ayant survécu de sa famille. Je me souviens également de cousins, Mohamed et Massa, qui ont été réanimés sur le même lit après que leur bâtiment résidentiel ait été bombardé. Je me souviens d'ouvrir désespérément leur couche pour trouver une veine pour réaliser une intraveineuse. Mohamed est mort d'hémorragie. Massa a souffert d'un important traumatisme cérébral. Elle était toujours dans le coma lorsque j'ai quitté Gaza. Je ne sais pas si elle a survécu. Je me souviens de Shourad, une fille de 15 ans qui souffrait d'un traumatisme crânien et d'un traumatisme thoracique dont les yeux avaient été gravement brûlés. Elle n'arrêtait d'appeler sa mère, qu'elle ne voyait pas à côté d'elle et qui avait été gravement blessée. Comment pouvons-nous trouver les mots pour décrire ces histoires ou pour décrire le vécu d'un père qui recherchait ses enfants avec frénésie dans les services d'urgence, qui nous a vus les réanimer sur le sol, tous ces enfants, à l'exception d'Abdoulaye, il ne les a jamais trouvés. Je ne peux trouver les mots pour décrire ces histoires. Je pense également à un vieil homme qui a aidé à porter des blessés dans les services d'urgence, les réconfortant comme il pouvait en nettoyant les flaques de sang après cette tragédie. Je le voyais chaque jour alors et j'ai pensé qu'il était employé de cet hôpital. Et ce n'est qu'ultérieurement que j'ai appris qu'il avait commencé à se porter volontaire après que toute sa famille avait été tuée au début du génocide. C'était pour lui la seule manière de faire face à la perte de sa famille. Comment trouver les mots pour décrire cette histoire ? Il ne s'agit pas d'histoire exceptionnelle. Toute personne que j'ai rencontrée à Gaza avait une famille, des amis, des collègues, des voisins qui ont violemment été fauchés. Je parle de patients souffrant de traumatisme, mais ce n'est qu'une dimension de cette situation apocalyptique. Tout ce qui est nécessaire pour permettre la survie est attaqué à Gaza. Il est de longue date. L'eau, l'alimentation, les abris, l'éducation, la santé, l'énergie, ou encore l'assainissement. Un enfant qui vivait dans un appartement et allait à l'école à Gaza il y a 14 mois, s'il est en vie, tente aujourd'hui de survivre aux frappes aériennes israéliennes, à la guerre, aux tirs, à la faim, à la famine, à l'absence d'eau potable, à la propagation de maladies qui menacent leur corps au demeurant immunocompromis, où il n'y a pas de lieu sûr, aucune perspective d'éducation aujourd'hui ou demain.
Toute université à Gaza a été détruite, y compris les 2 écoles de médecine à laquelle j'enseignais. Tous les enfants à Gaza vivent cette horreur. Je pense constamment aux enfants que j'ai rencontrés. J'espère qu'ils sont en vie, entourés de leurs parents en vie, qu'ils n'ont pas été mutilés, qu'ils ne souffrent pas de la faim, de la soif, de maladies ou du froid alors que l'hiver approche. Et j'espère qu'ils n'ont pas peur. Mais je sais que c'est tout simplement impossible pour tout enfant vivant à Gaza maintenant. À la veille de la Journée internationale des enfants, la semaine dernière, les États-Unis ont posé leur veto pour une 5e fois face à une résolution du Conseil de sécurité appelant un cessez-le-feu à Gaza. Pour reprendre les termes de l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies, Majed Bamia, rien ne serait justifié de poser un veto à une résolution tentant de mettre un terme à des atrocités. Rien ne saurait le justifier. Imaginez ces enfants, ces mères, ces pères qui cherchent désespérément des soins, qui cherchent de l'espoir dans l'un des quelques hôpitaux restants à Gaza. Et ensuite, l'électricité est coupée. L'entrée de l'hôpital est frappée par un missile. L'hôpital est menacé par des ordres d'évacuation. C'est tout simplement apocalyptique. Ce même hôpital où j'ai été témoin de ces tragédies a été frappé à de multiples reprises ces 14 derniers mois, comme l'ont été quasi tous les hôpitaux à Gaza. Les hôpitaux et les travailleurs de la santé ont été attaqués de manière systématique par l'armée israélienne, et ce, dès le premier jour. Nos collègues et amis ont été tués, mutilés, détenus de manière illégale, torturés. J'ai personnellement rencontré des travailleurs de la santé qui ont décrit des tortures physiques, psychologiques et sexuelles commises par l'armée israélienne et les gardiens de prison israéliens. L'un de mes collègues les plus dévoués, Saïd, a été enlevé alors qu'il évacuait un patient de l'hôpital Al-Shifa après qu'un ordre d'évacuation a été émis par Israël. Il a été détenu pendant 53 jours et a décrit les formes les plus horribles de torture. Après sa libération en janvier, il a souffert de graves insomnies et pourtant il allait chaque jour au service d'urgence pour soigner ses patients. Il s'est un jour endormi alors qu'il tenait le petit corps d'un enfant blessé à mort et qui est mort lors d'une tentative de réanimation. Dr Ghanim, que j'ai cité auparavant, a écrit le 6 avril, 6 mois avant de mourir. L'hôpital Al-Shifa était assiégé alors que je m'y trouvais à 3 reprises et j'ai été forcé de quitter l'hôpital à 2 reprises. Cette fois, c'était la plus grave, tant du point de vue du siège, de l'incursion que de la destruction causée. Nous étions 13 docteurs dans le département des urgences. Nous avons tous été torturés à différents degrés. 6 docteurs ont été blessés ou arrêtés. Et je ne parle que du département dont je suis responsable. Et je ne parle pas des médecins qui ont été exécutés directement dans d'autres départements après avoir été arrêtés ou des docteurs dont le sort demeure un mystère. Plus d'1 millier de travailleurs de la santé ont été tués à Gaza. Des centaines de travailleurs de la santé ont été détenus par Israël. Au moins 4 ont été tués alors qu'ils étaient détenus. Tous les travailleurs de la santé que j'ai rencontrés à Gaza ont perdu des membres de leur famille, des amis, des collègues. Tous les travailleurs de la santé que j'ai rencontrés ont été déplacés à de multiples reprises, ont été forcés de quitter les hôpitaux où ils travaillaient. Nombre de travailleurs de la santé ont été tués alors qu'ils tentaient de sauver les blessés lors de double ou triple frappe réalisée par Israël. Un lieu est frappé et est ensuite frappé une 2e fois, une 3e fois lorsque les secours arrivent pour recouvrer les blessés. D'autres travailleurs de la santé ont été tués dans des hôpitaux. Les hôpitaux et les travailleurs de la santé représentent la vie, la volonté de préserver la vie. Les attaques systématiques et atroces contre les soins de santé constituent une ligne rouge qui n'aurait jamais dû être franchie, comme bien d'autres d'ailleurs. Que faire maintenant que toutes ces lignes ont été franchies? Dans quel monde sombrons-nous? C'est en réalité un monde dont nous avons permis l'existence des décennies durant. Ces graves injustices n'ont pas commencé il y a 14 mois. Les Palestiniens ont eu recours à tous les moyens possibles, y compris la diplomatie et des manifestations pacifiques, pour en appeler à la raison d'être même de cette institution. Leurs efforts n'ont trouvé comme réponse qu'un mépris complet des résolutions des Nations Unies et des violations de plus en plus grandes de leurs droits. Je me souviens un vendredi en 2019 à l'hôpital d'Al-Shifa, lors de la grande marche du retour, des manifestations pacifiques qui ont duré 2 ans au mur de la frontière. 223 Palestiniens avaient été tués par balles par les forces israéliennes. L'hôpital Al-Shifa est le même hôpital qui est aujourd'hui complètement détruit, où
des médecins ont dû creuser des charniers pour enterrer les défunts, et où le docteur Adnan Al-Bourch, un médecin brillant, a emmené le département d'orthopédie avant qu'il ne soit enlevé, torturé et probablement violé à mort dans des prisons israéliennes. Je me rassouviens bien de ce garçon, de cet adolescent qui nous avait été amené après avoir été victime d'un tir dans la nuque. Il était conscient et étouffé, sans pouvoir bouger son corps en deçà de son cou. Il avait été blessé à l'épine dorsale par une balle. Il ne pourrait jamais à nouveau bouger ses bras, ses jambes, voire respirer seul. Son père n'avait de cesse de demander qu'avons-nous fait si ce n'est d'exiger pacifiquement nos droits. Pour reprendre les termes de notre très cher ami docteur Kassim El-Assi, la douleur, un médecin en réhabilitation qui est aujourd'hui à Gaza, nous avons été abandonnés, nous avons été sacrifiés pour une cause que nous souhaitions protéger. Nous sommes seuls à malheureusement payer ce lourd tribut. Sachant que je viendrai ici aujourd'hui, j'ai demandé à mes collègues à Gaza s'ils avaient des messages à vous transmettre. Et je souhaiterais vous faire part de quelques messages. Dites-leur que nous sommes fatigués, nous sommes privés de foyer, nous sommes à la rue, nos proches sont partis, tout ce qu'il nous reste ce sont des histoires. Un médecin en soins intensifs assiégé à Gaza et séparé de sa famille m'a dit « Dites-leur tout ce que vous avez vu. Et dites-leur que je veux revoir ma femme et mon fils. Il me manque énormément. » Saïd, l'infirmier que j'ai mentionné précédemment, qui a été détenu et torturé, vous dit « Nous sommes enterrés vifs. À chaque minute, nous sommes enterrés. À chaque minute, nous disparaissons. Chaque minute, nous sommes enlevés. Nous sommes victimes de choses que l'on ne peut même imaginer. » Sorry. Pardon. This has gone on for too long. Cela dure depuis trop longtemps. Je veux que le monde entier sache que je suis un être humain, parce qu'au final, je ne suis pas un nom sur un papier. Je ne suis pas un anonyme, je suis un être humain créé par Dieu. Merci. Et ensuite, il pose la question suivante, la question que je vais vous poser. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les Palestiniens qui défendent notre cause? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas là-bas et en train de prendre la parole nous aussi? Le peuple palestinien, le peuple à Gaza. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas mon voisin? Pourquoi pas mon collègue? Nos collègues palestiniens ne sont pas ici parce que les systèmes qui existent actuellement ne reconnaissent pas la valeur d'une vie palestinienne. Je vais conclure sur certaines mes réflexions et celles de mes collègues à Gaza. Je prends la parole aujourd'hui devant vous en tant que membre de la société civile et en tant que médecin qui a vu de ses yeux la mort et la destruction infligée au peuple palestinien. Nous avons passé les derniers 14 mois. Nous avons pu être les témoins d'un génocide documenté qui a fait l'objet d'un silence et d'une propagande à large échelle, de campagnes de propagande justifiant l'injustifiable, discréditant, faisant taire ceux qui ont essayé de le mettre à jour. Les témoins qui ont survécu ont parlé des crimes qui ont eu lieu, des crimes qui dans tout autre contexte auraient mené à des sanctions, mais après 14 mois des violations les plus graves du droit humanitaire, les violations les plus graves des droits humains, des crimes les plus barbares, eh bien, il y a tout simplement impuissance des individus, des pays, de l'institution que vous représentez, que vous représentez par le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, à faire quoi que ce soit. Le précédent que constitue Gaza
est un précédent pour le monde, pour le monde entier, qui marque la fin de l'état de droit. Nous l'avons déjà vu au Liban, comme l'a dit un médecin volontaire lorsque j'étais à Gaza. J'avais l'impression que c'était la fin de l'humanité. Si la solidarité avec les autres êtres humains n'est pas une raison suffisante pour agir, alors imaginez-vous lorsque cela va vous arriver à vous. Ça devrait, je crois, vous effrayer toutes et tous. Si la solidarité avec d'autres êtres humains n'est pas suffisante, alors, comme je vous l'ai dit, donc, qu'est-ce qui l'est? Alors, je suis conscient du fait que ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous dire est assez lourd. Et en fait, les mots que les collègues que j'ai cités, ce n'est rien en comparaison avec ce que connaissent les Palestiniens depuis plus de 400 jours, 76 ans avant de cela. Les Palestiniens n'ont pas besoin de votre pitié, ils n'ont pas besoin de vos louanges, ils ont besoin de votre solidarité. Et on n'a même pas le temps de sombrer dans le désespoir. Je vais passer 24 heures à New York et en 24 heures, 160 enfants auront été tués ou blessés. Alors, on ne peut pas se permettre de perdre un jour de plus. Je sais que, puisque vous êtes là aujourd'hui, vous êtes convaincus du fait que nous devons agir. Et il faut un certain courage pour lutter contre un système qui est corrompu, un système qui donne un pouvoir disproportionné à certains pays qui ont pourtant un historique terrible en matière d'utilisation de la violence. Il y a un médecin, un collègue à moi qui vient, dont le fils a été tué. Il y a 2 filles qui sont blessées. Ces 2 filles ont été blessées. Et il continue pourtant de travailler à l'hôpital. Et il m'a dit il y a de ça quelques jours, nous continuerons de fournir ce service, quel que soit le coût pour nous. Le courage des travailleurs sanitaires palestiniens est un exemple pour nous tous. La question que je voulais vous poser en guise de conclusion, la question est de savoir quel risque prenons-nous, nous. Merci.